Je me souviens du ciel ce soir-là. Un mélange étrange de violet et d'orange, comme une échymose qui s'étire derrière les collines. C'était en fin d'après-midi, quelque part en Normandie. J'étais assis sur le perron de notre maison, les bottes posées bien à plat sur le bois vieilli, une bière entamée qui me rafraîchissait la main. Cet endroit avait toujours été mon refuge. Pas parfait, un peu usé par les années, mais il me ressemblait. Simple, stable. Presque trop. Et puis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir derrière moi. Pas un grincement hésitant. Non. Un geste décidé. Comme si elle voulait que je sache qu'elle arrivait. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle ne m'a pas rejoint sur la marche. Non, elle est restée debout, dans l'encadrement, éclairée par la lumière du porche. Elle tenait son téléphone d'une main, l'autre appuyée sur la porte. Ongles vernis en rouge, lèvres maquillées avec une précision qui sentait la soirée programmée. Cheveux bouclés, pas comme d'habitude. Elle ne ressemblait pas à une femme prête à parler. Elle ressemblait à une femme sur le point de partir. Je n'ai pas tourné la tête. Pas tout de suite. Et puis elle a parlé. D'une voix calme. Beaucoup trop calme. Il vient ce soir. Et je ne vais plus faire semblant. Ce soir, je couche avec lui. Ici, chez nous. Ces mots sont tombés comme des chaînes sur un sol en béton. J'ai levé la bouteille à mes lèvres. J'ai laissé le verre effleurer ma bouche, pris une gorgée, sans quitter l'horizon du regard. Tu m'entends ? A-t-elle relancé après un silence. J'ai fini par me tourner vers elle. Lentement. Comme si quelque chose en moi venait juste de changer de direction. Mon visage est resté neutre. Ni colère. Ni tristesse. Juste, figé. Très bien, j'ai répondu. Elle a cligné des yeux. Ce n'était visiblement pas ce à quoi elle s'attendait. Je me suis levé. Le bois du perron a craqué sous mon poids. J'ai descendu les marches, sans la toucher, même du coude. Pas par haine. Par exactitude. Mais juste avant de passer le seuil, je me suis arrêté. Fais ce que tu crois devoir faire. Moi aussi, j'agirai en conséquence. Je suis rentré à l'intérieur. Et j'ai fermé la porte derrière moi. Sans bruit. Je n'ai rien cassé ce soir-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cuisiné non plus. Je ne lui ai pas demandé où elle allait dormir. Je suis descendu dans le garage, le seul endroit où tout avait encore du sens. J'ai allumé une lampe au-dessus de l'établi. Je me suis installé face à un vieux carburateur démonté, comme si c'était mon seul lien avec le monde. Mais je ne le voyais même pas. Mon esprit était ailleurs. 3 semaines plus tôt, j'avais découvert les réservations d'hôtel. À son nom. Payé avec une carte qu'elle pensait que je ne connaissais pas. 2 semaines plus tôt, je l'avais suivi. J'avais vu cet homme. Le genre à porter un parfum si fort qu'il te retourne l'estomac même à travers la rue. 1 semaine plus tôt, je m'étais planté devant le miroir. J'avais croisé mon propre regard. Et je m'étais posé une question que je n'aurais jamais cru formuler. Est-ce que je vais être une victime ? Ou une tempête ? Cette nuit-là, j'ai choisi. Je ne suis monté que vers 3 heures du matin. La lumière sous la porte de la chambre d'amis était éteinte. J'ai traversé le couloir sans m'arrêter. Je suis allé dans notre chambre à nous. J'ai retiré ma chemise. Je me suis glissé dans le lit. Froid. Intact. Il gardait encore l'empreinte de mon corps de la veille. Avant de fermer les yeux, j'ai fixé le plafond. Et j'ai murmuré un mot. Tempête. Le soleil s'était à peine levé quand elle s'est réveillée. Les volets laissaient passer cette lumière tranchante du matin, celle qui ne pardonne rien. Elle a tendu la main, machinalement, vers l'autre côté du lit. Mais il était vide. Froide réalité. Et dans ce vide, la mémoire est revenue. Ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait fait. L'homme dont le parfum devait encore coller à sa peau. Elle a enfilé son peignoir en soie, celui qu'elle portait toujours quand elle voulait jouer à la femme détachée. Elle est descendue, persuadée de trouver une cuisine vide. Peut-être un mot laissé sur le plan de travail. Une vengeance silencieuse. Mais au lieu de ça, elle a entendu quelque chose qui ne collait pas. Des rires. Pas les miens. Un rire féminin. Léger. Naturel.
presque trop familier. Et ce n'est pas ça qui l'a arrêté. C'était la voix qui l'accompagnait. Camille. Camille, sa meilleure amie depuis la fac. Camille, celle qui était là pour les anniversaires, les fêtes, les enterrements de vie de jeunes filles. Camille, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Camille, avec qui j'avais repris contact. Quand elle a tourné dans la cuisine, elle s'est figée. Moi, j'étais là, en chemise à carreaux, les manches retroussées. Camille, pieds nus, buvait dans sa tasse préférée. On ne se touchait pas. Mais on n'avait pas besoin. Il y avait entre nous une sorte de complicité silencieuse. Trop évidente. Camille a souri en la voyant entrer. Comme si de rien n'était. Comme si elle passait juste dire bonjour un samedi matin. « Tu dors tard ?» a-t-elle lancé tranquillement. J'ai levé les yeux de ma tasse. J'ai dit calmement, le café est chaud. La crème est au frigo. Elle est restée là, plantée, incapable de formuler une seule phrase. T'es sérieux? A-t-elle fini par lâcher. Je me suis adossé à la chaise, détendu. Tu m'as dit que tu faisais ce que tu devais faire. Alors je me suis dit que moi aussi. Avec elle? A-t-elle craché. C'est mon amie. Camille s'est levée doucement. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Laura, a-t-elle dit. Faut peut-être arrêter de croire que tu sais encore ce que ça veut dire, une amie. J'ai rincé ma tasse. J'ai ajouté sans la regarder, tu as choisi de tout brûler. Moi, j'ai juste récupéré le bois qui n'avait pas encore pris feu. Elle a voulu répondre, mais rien n'est sorti. Camille a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée un instant sur le seuil, puis s'est tournée. Tu croyais être la seule à savoir jouer, Laura. Mais certaines personnes ne jouent pas pour gagner. Elles jouent pour finir la partie. La porte a claqué doucement. Laura s'est assise. Elle fixait la chaise que Camille venait de quitter. Le silence était revenu, mais il avait changé. Plus froid. Plus lourd. Je me suis adossé au plan de travail, bras croisés. Tu pensais que j'allais supplier, hein? Ou m'écrouler? Je pensais que tu allais réagir, a-t-elle dit avec amertume. Je t'ai aimé, j'ai répondu. Et c'est précisément pour ça que ce matin est le dernier où tu définis qui je suis. Elle s'est levée d'un bond. Les yeux pleins de rage. Tu crois que ça fait de toi un homme fort? Boire ton café avec mon ami pour me punir? Je ne l'ai pas touché, j'ai dit calmement. Mais je l'ai écouté. Elle en avait besoin. Et figure-toi qu'elle aussi avait quelques vérités à lâcher. Elle a blêmi. Quelle vérité? J'ai pris mes clés sur le comptoir. En passant devant elle, j'ai murmuré, t'as montré ton vrai visage hier soir. Ce matin, j'ai juste répondu avec le mien. Et je suis parti. 3 jours se sont écoulés après ce matin-là. Pas un message. Pas un appel. Pas même un pas timide dans l'entrée. Rien. La maison, autrefois pleine de son parfum, de sa voix, de ses habitudes, semblait respirer différemment. Comme si les murs eux-mêmes étaient soulagés. Mais il y avait un froid nouveau. Un silence dense. Celui qui s'installe après une tempête. Je savais qu'elle ne dormait pas. Je le voyais dans ses yeux, à travers les reflets du couloir, quand elle passait comme un fantôme. Cerne noire. Démarche flottante. Comme une invitée dans une maison qui ne l'acceptait plus. Elle a essayé d'appeler Camille. Une fois. Direct sur la messagerie. Aucun rappel. Aucun message. Le genre de silence qui ne laisse pas de place au doute. Camille n'était pas en colère. Elle était absente. Et ça, c'était pire. Mais bon, elle avait encore Julien, non? C'est ce qu'elle croyait. Jusqu'à ce soir-là. Un petit bar, paumé en bordure de départementale, à mi-chemin entre rien et nulle part. L'endroit où ils se retrouvaient, elle et lui. Personne ne posait de questions là-bas. Je le savais. J'y étais déjà passé. Une fois. Juste assez pour comprendre. Elle est entrée, sûre d'elle. Talons hauts, regard dur. Comme si elle contrôlait encore quelque chose. Mais il n'était pas seul. Julien était assis au fond, dans sa banquette préférée. Sauf qu'à sa droite, il y avait une autre femme. Une brune. Plus jeune.
Plus direct. Sa main posée sur la cuisse de Julien comme si elle y avait sa place depuis longtemps. Et Julien? Il ne reculait pas. Il souriait même. Laura a traversé la salle comme un orage en robe cintrée. Salut, a-t-elle lancé d'un ton sec. Faut qu'on parle. Julien a levé un sourcil. Là, maintenant? La brune a tourné la tête. C'est ta femme, elle? Quelque chose comme ça, a murmuré Laura, les mâchoires serrées. Julien a soupiré, vidé son verre. C'est pas vraiment le moment. Tu m'as ignoré toute la semaine. Et maintenant tu fais comme si j'étais rien? Il a haussé les épaules. Je croyais qu'on tuait le temps, toi et moi. J'ai jamais signé pour un feuilleton. La brune a ri doucement. Et je vais pas mentir, l'image m'a plu. Laura a tenté de se raccrocher à quelque chose. Mais tu m'avais dit. J'ai dit plein de choses, a-t-il coupé. Les mecs disent beaucoup de trucs quand une femme mariée vient chercher une échappatoire. Il a posé des billets sur la table. Puis s'est levé. Laura a tenté de le bloquer. C'est qui elle? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Julien a souri sans chaleur. Qu'est-ce que ça change? Tu voulais sortir de ta vie. Je t'ai juste tenu la porte. Mais sa voix, son ton, trop préparé. Trop froid. Nathan t'a parlé, n'est-ce pas? A-t-elle soufflé? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Elle l'a su. Dans le regard. Dans le silence. Tu savais tout, a-t-elle murmuré. Julien a jeté un dernier regard. Puis il est parti, la brune accrochée à son bras, son parfum traînant dans l'air comme une gifle. Laura est restée là, sous les néons fatigués. La vieille machine à musique s'est remise en marche. Une chanson country un peu trop honnête sur les erreurs qu'on regrette trop tard. Elle a rejoint le comptoir. D'un ton sec, elle a commandé un gin, sec. La barmaid, la cinquantaine, visage marqué par les années, lui a servi le verre en silence. Puis, voyant son regard, elle a demandé doucement. Ça va, ma belle? Parfaitement. La femme a glissé le verre vers elle. Tu sais, t'es pas la première cette semaine à demander après ce type. Grand, discret, tient un garage juste après la sortie. Nathan, je crois. Laura a figé. Il laisse toujours de gros pourboires. Je sais pas ce qu'il vend, mais les gens reviennent. Elle n'a pas touché au verre. Elle a juste payé, puis quitté le bar. Dans sa voiture, sous le lampadaire solitaire du parking, elle a regardé son reflet dans le rétroviseur. Mascara coulé. Regard pluvieux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas reconnue. Puis son téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message. On a tous des miroirs, Laura. Certains apprennent enfin à regarder dedans. Elle est restée là, le téléphone dans la main, à fixer l'écran. Pas de nom. Pas de bouton pour répondre. Juste, du silence. 2 jours plus tard, elle a trouvé l'enveloppe. Blanche, sobre, sans adresse. Glissée juste sous la porte d'entrée, bien en évidence, comme une menace déguisée en courrier administratif. Elle l'a ramassée machinalement, enfilant ses talons, prête à partir, sans même l'ouvrir. Mais une fois dans l'ascenseur, elle l'a déchirée. À l'intérieur, une lettre officielle. Du service RH de son entreprise. Suspension immédiate. Enquête interne. Soupçon de comportement inapproprié avec des clients. Manquement à la déontologie. En langage clair, elle était finie. Elle ne le savait juste pas encore. 15 minutes plus tard, elle explosait à travers les portes vitrées de l'immeuble. Le claquement de ses talons sur le sol de marbre résonnait comme une déclaration de guerre. Les regards se tournaient. On sentait la tension. Certains chuchotaient déjà. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle est allée droit au bureau des ressources humaines. Le front haut, les yeux chargés de colère. « Je veux voir Hélène », a-t-elle exigé à la réceptionniste. Elle est en réunion. Dis-lui que c'est urgent. 10 minutes plus tard, elle se trouvait face à Hélène Morel. Cheveux gris impeccables, tailleur sobre. Une femme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour mettre quiconque à sa place. « Je vous attendais », a-t-elle dit calmement. « Vous pensez vraiment pouvoir ruiner ma carrière avec des rumeurs ?
a craché Laura. Hélène n'a même pas scié. Nous avons des emails. Des messages. Des enregistrements. Des photos. Laura a éclaté de rire, nerveusement. Impossible. Mon téléphone est sécurisé. Sans un mot, Hélène a fait glisser une tablette vers elle. L'écran s'est allumé. Et là, tout y était. Un message bien trop intime envoyé à un client. Un selfie flou pris dans la vitrine d'un showroom. Des extraits audio où sa voix, douce et trop joueuse, trahissait tout ce qu'elle pensait avoir effacé. Des preuves. Des traces numériques qu'elle croyait enterrées. Elle est restée figée. Je ne sais pas d'où ça sort, a-t-elle fini par dire, la voix tremblante. C'est manipulé. Hors contexte. Hélène ne montrait ni colère ni satisfaction. Juste cette patience glaciale des gens qui n'ont plus besoin de convaincre. Laura s'est levée trop brusquement. Sa chaise a basculé. C'est un piège. Hélène a croisé les doigts. Par qui? Laura n'a rien dit. Elle ne pouvait pas. Parce qu'un seul prénom lui tournait en boucle dans la tête. Nathan. Elle est rentrée chez elle comme une furie. Elle a fouillé. Ordinateur. Téléphone. Tiroir. Mot de passe. Tout. Rien d'anormal. Tout était intact. Jusqu'à ce qu'elle ouvre son placard. Tout en haut, derrière une étagère, scotché au fond, un petit objet argenté. Une clé USB. Pas à elle. Elle l'a arrachée, les mains tremblantes. Elle l'a branchée à son ordinateur. Un seul dossier, et le détirait bas brut. Des captures d'écran. Des journaux d'appel. Des extraits audio. Des vidéos. Des noms. Des dates. Un fichier récapitulatif, trié, classé, limpide. Le genre de dossier qu'on ne construit pas en une nuit. Je l'avais préparé. Chaque pièce. Chaque moment. Puis son téléphone a vibré à nouveau. Un seul message. Pas de nom. Tu m'as tendu les allumettes. Je n'ai fait que dessiner les plans. Et là, elle a compris. C'était moi. Pas enragé. Pas violent. Juste méthodique. Lucide. Et c'est ça qui l'a terrifiée. Parce que rien, dans ce que je faisais, ne venait de la haine. Tout venait de la clarté. Cette nuit-là, elle est restée dans le noir, assise face à l'écran de son portable, les yeux rivés sur sa propre voix dans les enregistrements. Elle riait. Elle flirtait. Elle disait des choses qu'elle pensait enfouies à jamais dans des chambres d'hôtel anonymes. Mais moi, je les avais entendues. Elle croyait fuir le passé. Elle ne savait pas qu'elle s'enfermait dedans. Et moi, je tenais juste la porte. Cette nuit-là, pendant que le silence s'étirait comme une corde prête à rompre, elle a reçu un autre coup. Un avis d'expulsion. Pas remis en main propre. Non. Je l'ai envoyé par courrier recommandé. Officiel. Papier encore chaud de l'imprimante. 30 jours. C'est ce qu'elle avait. 30 jours pour quitter une maison qui n'était plus la sienne. Je ne lui ai rien crié. Je n'ai pas frappé au mur. Je n'ai rien cassé. Je n'en avais pas besoin. Elle a tout perdu sans que je n'aie à lever la voix. Le foyer. Le travail. L'amant. Sa meilleure amie. Et le plus dur pour elle, c'est que je n'ai jamais cherché à la détruire. Je me suis juste écarté. Et j'ai laissé ses propres choix s'écrouler sur elle. Je l'ai imaginée, seule dans ce salon déserté, avec dans les mains cette lettre qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Elle fixait sans doute cette vieille photo sur la cheminée. Nous deux, à Annecy, il y a 3 ans. Elle en manteau rouge. Moi, bras autour d'elle. Sourire timide. Elle me disait souvent que j'avais l'air crispé sur cette photo. Maintenant, elle savait pourquoi. Le mal était déjà là. Silencieux. Comme une moisissure sous la peinture. Elle n'a pas pleuré. Pas crié. Elle est restée là, les yeux dans le vide. Jusqu'à ce que le petit battant de la chatière claque doucement. Un bruit à peine audible. Puis des pas discrets. Grisette. Notre chatte. Celle qu'elle avait depuis ses années d'étudiante. Toujours là, dans les moments durs, les lendemains de fête, les dimanches de gueule de bois.
Une présence fidèle dans un monde changeant. Grisette, a-t-elle soufflé en se mettant à genoux. C'est toi, mon cœur. Mais le chat ne s'est pas jeté dans ses bras. Elle est passée devant elle. Tranquille. Droit vers la cuisine. Laura l'a suivie, soulagée. Tu m'as manqué, ma belle. J'étais si. Elle s'est interrompue. La gamelle était pleine. Pâtée fraîche. Encore froide. Elle a figé. Elle a ouvert le frigo. À l'intérieur, plusieurs petites barquettes de nourriture. Rangées. Datées. Mon écriture. J'étais revenu. En silence. Par la porte arrière. Discret. Pas pour la confronter. Pas pour me venger. Juste pour nourrir la seule âme dans cette maison qui n'avait jamais menti. Le lendemain matin, sa voiture a refusé de démarrer. Clé tournée. Tableau de bord qui clignote. Puis plus rien. Elle a appelé une dépanneuse. Le camion est arrivé 1 heure plus tard. Sur le côté, logo bien visible. Dépannage Moreau et Fils. Mon garage. Évidemment. Elle a suivi le camion, rage contenue sous son maquillage. Quand elle est entrée dans la réception, j'étais dans l'atelier. Couvert de graisse. Un chiffon à la main. Tu n'es pas sérieux, a-t-elle lancé, furieuse. J'ai levé les yeux. Bonjour. Elle s'est plantée devant moi. Bras croisés. Regard de feu. Laisse-moi deviner. Tu vas prendre tout ton temps pour réparer ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je prends mon temps quand je veux que les choses soient bien faites. Mon réceptionniste essayait de faire semblant de ne rien entendre, mais son dos s'était raidi. Elle s'est approchée. D'un ton plus bas, presque menaçant. Tu as nourri mon chat. Elle préfère la pâtée. Tu l'oublies souvent. Tu t'es introduit chez moi. J'ai utilisé la clé sous la pierre du jardin. Et ce n'est plus ta maison, Laura. Plus maintenant. Elle a rougi. Mais pas de honte. De colère. Alors tout ça, c'était ton plan? Ta vengeance? Non. C'était ma libération. Ce soir-là, elle est rentrée et a trouvé Grisette dans mon vieux fauteuil. Celui où je lisais les dimanches. Elle s'est agenouillée. A caressé sa tête. Le chat a ronronné. Un instant. Puis s'est levé. A marché droit vers la porte. Elle l'a ouverte. Grisette est sortie, comme un fantôme à la tombée du jour. Elle n'est pas revenue. Laura n'a pas fermé l'œil cette nuit-là. Le lit était trop grand. Le silence, lui, pesait 1 tonne. Elle avait cru que trahir allait la libérer. Mais tout ce que ça avait fait, c'était me libérer, moi. Et pièce par pièce, j'étais en train de reconstruire quelque chose qu'elle n'avait jamais su reconnaître. Pas avec de la rage. Avec de la précision. Tout a commencé comme un murmure. Un client a posté une photo sur les réseaux. Moi, debout devant le garage, les mains pleines de cambouis, en train d'essuyer une clé à molette. Pas une pause. Pas un filtre. Juste, moi. Il a écrit quelques lignes. À propos de confiance. De résilience. De ces gens simples qui ne parlent pas beaucoup mais qui sont toujours là quand on en a besoin. La publication a explosé. Des centaines de partages en quelques jours. La semaine suivante, on m'a invité à intervenir dans une table ronde sur les petites entreprises. Une affiche est sortie. Avec ma tête dessus. Nathan Moreau, intervenant principal. Et juste en dessous, en lettres capitales, reconstruire. Une conversation sur la renaissance et la force intérieure. Oui. Moi. Le gars qui, 1 an plus tôt, mangeait en silence pendant que sa femme préparait sa prochaine trahison. Laura a vu l'affiche en ligne. Je le sais. Elle a dû sentir ce nœud dans la gorge. Cette fumée qui pique les yeux. Quelques jours plus tard, j'étais sur une petite scène, sous une tente blanche, dans un parc de la banlieue de Nantes. Il n'y avait pas foule. 100 de personnes, peut-être. Mais elles écoutaient. Je portais ma chemise de travail. Mon jean. Pas de costume. Pas de masque. Juste moi. Il y a 3 ans, ai-je dit dans le micro, ma vie avait l'air bien.
Stable. Prévisible. Quelques rires discrets dans l'assistance. Mais parfois, les tempêtes n'ont pas de tonnerre. Elles arrivent doucement, camouflées dans des mots qu'on croit anodins. Des sourires qui mentent. Et je l'ai vu. Tout au fond. Dans l'ombre des arbres. Manteau noir. Lunettes trop grandes. Les mains crispées l'une contre l'autre, comme si elle cherchait à ne pas trembler. Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas changé mon ton. Je n'en avais pas besoin. Ce n'est pas une histoire de vengeance, ai-je continué. C'est une histoire d'échec. Le mien. D'avoir ignoré les signes. D'avoir confondu silence et amour. Pardon et oubli. Petit silence. J'ai perdu des choses, oui. Mais parfois, il faut perdre ce qui est pourri pour découvrir ce qui est solide dessous. L'applaudissement a été simple. Franc. Pas triomphal. Sincère. Je suis descendu de scène. Pas de cocktail. Pas de discussion forcée. J'ai toujours préféré les silences honnêtes au bavardage creux. Et elle était là. Laura. Avant que je ne dise un mot, elle a lancé. Je ne suis pas venu pour toi. J'ai esquissé un sourire. Tu as toujours aimé connaître la fin des histoires. Même quand tu ne pouvais pas les contrôler. Elle s'est approchée. Ton discours, c'était sur moi? Non. C'était sur moi. Sur l'homme que j'ai retrouvé sous les décombres. Tu n'es plus en colère? A-t-elle demandé. Je l'ai été. Mais la colère, c'est juste la douleur qui se déguise en bravoure. J'ai arrêté de me déguiser. Elle a détourné le regard. Tout le monde la voit comme la méchante maintenant. Mais la vérité? Je ne l'ai jamais dessinée comme ça. Elle s'est peinte elle-même. Moi, je me suis contenté d'allumer la lumière. Ce soir-là, chez elle, elle est passée devant le miroir du couloir. Elle s'est arrêtée. Elle s'est regardée. Et ce qu'elle a vu ne lui a pas plu. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Il ne restait presque plus de meubles. Un seul carton près de la porte. Le reste, vendu, jeté, abandonné. Elle a pris un stylo. Lentement. Comme si c'était la première fois qu'elle écrivait pour dire quelque chose de vrai. Elle a écrit. Nathan. Tu ne me dois aucune réponse. Je n'écris pas pour être pardonné. Ni pour trouver la paix. J'écris parce que c'est la seule chose honnête que je peux encore faire. Aujourd'hui, je te vois. Pas l'homme que j'ignorais pendant les dîners. Pas celui que je rabaissais parce qu'il ne criait pas assez fort. J'ai toujours cru que ton silence était une faiblesse. Maintenant, il me fait peur. Parce que je comprends enfin. Ce n'était pas une faiblesse. C'était ta force. Tu ne m'as pas brisé, Nathan. Je me suis brisé toute seule. Toi, tu as juste ramassé les morceaux et tu les as utilisés pour construire quelque chose de meilleur. Et ce qui me détruit le plus, c'est que tu n'as jamais cherché à me faire passer pour un monstre. Tu ne m'as jamais sali. Tu m'as juste laissé me dévoiler. Et ça, c'était pire. Tu étais bien plus que ce que je méritais. Laura. Elle a replié la lettre. L'a glissée dans une enveloppe. Sans timbre. Sans adresse. Puis elle a ouvert la cheminée. Et elle l'a brûlée. Un mois plus tard, je me tenais dans un autre parc. Cette fois, c'était pour inaugurer la fondation. L'initiative Moreau. Un fonds pour la reconstruction, pour ceux qui avaient tout perdu, mais pas la volonté de recommencer. Camille était là. À mes côtés. Dossier à la main. La première bourse sera lancée cet après-midi, m'a-t-elle soufflé. J'ai hoché la tête. Tu es prête à parler? Non. Mais je le ferai quand même. Elle a souri. Toujours le même type, hein? Non. Pas le même. Mieux construit. Avant de monter sur scène, j'ai regardé la foule. Des visages connus. D'autres non. Et au fond, dans l'ombre d'un arbre? Une femme seule. Immobile. Pas de geste. Pas de signe. Mais je l'ai vue. Et c'était suffisant. Le soir, au garage, j'ai fermé la boutique. Jeté mes clés dans le vide-poche près de la porte. Et là, dans le panier à courrier,
Une petite enveloppe blanche. Pas de nom. Pas d'expéditeur. Je l'ai prise. Je l'ai tenue un instant. Puis je l'ai glissée dans le dernier tiroir de mon bureau. Je ne l'ai jamais ouverte. Parce que certaines vérités ne se lisent pas. Elles se vivent.